6 juin 1944. Quelque part près de Rouen, en France, l'éclat métallique d'un P-51 Mustang endommagé descendit à travers une couverture nuageuse brisée, son moteur Merlin à Packer traînant un mince ruban de fumée. Le lieutenant Thomas Fraser du 24th Fighter Squadron, 4e groupe de chasse, avait perdu ses repères lors du chaos, au-dessus des plages normandes. Son chasseur, portant le code d'escadron QPG et surnommé Jerry, frappe durement les campagnes françaises. Frazier a survécu à l'atterrissage forcé et passera le reste de la guerre en tant que prisonnier de guerre. Mais son avion, numéro de série 43 25, un modèle P-51B 15 NA, était sur le point de se lancer dans un voyage qui bouleverserait profondément les hypothèses de certains des pilotes d'essai les plus expérimentés de la Luftwaffe. Le Mustang gisait relativement intact dans ce champ français pour être bientôt récupéré par les équipes de sauvetage allemandes qui avaient perfectionné l'art systématique de récupérer les avions alliés écrasés à travers l'Europe occupée. Dans quelques semaines, cette machine particulière serait transportée à Rhein, le principal centre d'essai de la Luftwaffe, situé à environ 100 km au nord-ouest de Berlin, dans le Mecklembourg, où elle subirait des réparations à l'aide de composants cannibalisés provenant d'autres épaves moins réparables dispersées sur le territoire sous contrôle allemand. L'avion émergerait portant des marquages allemands, son fuselage portant le code Luftwaffe T9 plus HK, sa queue et ses côtés inférieurs peints en jaune vif RLM 4 pour une identification facile par les pilotes allemands qui pourraient autrement le prendre sautait pour un avion ennemi pendant les opérations aériennes. La cône d'hélice a reçu une peinture jaune et une bande rouge ornait le nez du capot moteur. Suivant les procédures d'identification standard de la Luftwaffe pour les avions capturés, ce Mustang était destiné à servir dans l'une des unités les plus inhabituelles et spécialisées de la Luftwaffe, le Wonder Circus Rosarius, où il forcerait les pilotes de chasse allemands à affronter une réalité inconfortable concernant les prouesses techniques américaines, leurs capacités industrielles et leur propre situation tactique de plus en plus intenable dans la détérioration de la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. L'histoire de la façon dont les avions, ennemis capturés, sont devenus des instruments de révélation pour la Luftwaffe ne commence pas avec l'atterrissage forcé de Frazier le jour de l'invasion alliée, mais avec l'escalade de la guerre aérienne au-dessus de l'Europe et le besoin désespéré de renseignements précis et systématiques sur les capacités des avions alliés qui allaient au-delà des rapports de combat fragmentaires. Au milieu de 1943, la Luftwaffe était confrontée à une crise stratégique qui menaçait de submerger les défenses aériennes allemandes malgré les compétences et le courage considérable des pilotes individuels et le développement continu de modèles d'avions avancés. Les formations de bombardiers américains pénétraient chaque mois plus profondément dans le Reich, protégés par des chasseurs dont les véritables capacités restaient en partie mystérieuses pour les commandants allemands qui devaient prendre des décisions tactiques et stratégiques basées sur des informations incomplètes. Les rapports de renseignement des pilotes de combat fournissaient des comptes rendus fragmentaires des performances des avions ennemis. Mais ces rapports étaient souvent contradictoires et reflétaient le chaos et la confusion du combat aérien plutôt qu'une analyse contrôlée et systématique dans des conditions constantes. Edman Theodor Rosarius, un officier expérimenté de la Luftwaffe, comprenait que les unités de chasse allemandes avaient besoin de plus que des rapports de combat épars et des témoignages de seconde main pour contrer efficacement la menace alliée. Ils avaient besoin d'une expérience pratique des avions ennemis capturés, d'opportunités structurées pour piloter ces machines dans des conditions contrôlées et d'une évaluation systématique pour découvrir leurs forces et leurs vulnérabilités grâce à l'observation directe et aux tests. Le concept n'était pas nouveau. Les Alliés et les Allemands avaient testé les avions capturés tout au long de la guerre. Mais Rosarius organiserait et systématiserait l'approche de manière à maximiser sa valeur tactique. En 1943, suivant les ordres du général de Jagdflieger Adolf Galland, Rosarius forma ce qui allait devenir le Wanderzirkus, Rosarius,
officiellement désigné comme deuxième état-major du Vasukhand, Oberkommando de Luftwaffe, l'unité d'essai et de recherche du Haut Commandement de la Luftwaffe. Cette unité spécialisée a reçu tous les avions alliés capturés, réparables, que les équipes de sauvetage allemandes ont récupérés sur les sites d'accidents à travers l'Europe occupée, de la France à l'Italie, en passant par le front de l'Est. La mission de l'unité s'étendait bien au-delà des simples tests statiques effectués dans des installations sécurisées derrière les lignes. Rosarius a organisé des démonstrations itinérantes au cours desquelles les avions capturés visitèrent les bases opérationnelles de la Luftwaffe en Allemagne et dans les territoires occupés, permettant aux pilotes de première ligne d'examiner ces machines de près, de les observer, d'effectuer des démonstrations aériennes et, dans des cas soigneusement sélectionnés, d'effectuer des missions de combat simulées contre elles. Le programme abordait un problème fondamental de la formation des pilotes qui était devenu de plus en plus critique à mesure que la guerre progressait et que l'attrition des pilotes augmentait. Les pilotes, de chasse allemands, s'entraînaient principalement contre leur propre avion, apprenant des tactiques optimisées pour combattre des adversaires qui volaient et combattaient les Allemands, en utilisant des avions similaires avec des caractéristiques de performance comparables et en employant des doctrines tactiques issues d'un entraînement partagé et de fondements doctrinaux. Cela créait un angle mort dangereux lors de l'engagement de pilotes alliés dont les avions possédaient des caractéristiques de performance très différentes, notamment en termes de portée, de capacité à haute altitude et de vitesse soutenue, et dont la formation mettait l'accent sur différentes approches tactiques tirant parti de ces avantages spécifiques. L'opération de récupération des avions alliés était devenue hautement systématisée en 1944, avec des unités de sauvetage allemandes spécialisées opérant dans les territoires occupés sous la direction du Belge bataillon ou des bataillons de sauvetage. Ces équipes ont travaillé avec une efficacité remarquable pour sécuriser les sites d'accident, évaluer les dégâts et transporter les avions réparables vers des installations centralisées d'essai et de réparation avant que les forces alliées, en progression, ne puissent reprendre le Rex. La structure organisationnelle reflétait la minutie militaire allemande, alors même que les ressources se faisaient de plus en plus rares. L'ampleur des opérations aériennes alliées au-dessus de l'Europe rendait les captures inévitables par simple probabilité statistique. Avec des milliers de sorties effectuées chaque mois par les forces américaines et britanniques, des pannes mécaniques, des dégâts de combat, des erreurs de navigation, une panne de carburant et des incidents liés aux conditions météorologiques ont entraîné de nombreux atterrissages forcés sur le territoire sous contrôle allemand. Tous ces avions n'ont pas été détruits lors de l'impact ou rendus irréparables par les dommages causés par l'accident. Certains pilotes, reconnaissant que leur situation était désespérée, ont exécuté des atterrissages en catastrophe contrôlée qui ont laissé leurs machines en grande partie intactes, parfois même avec des dommages structurels minimes qui ont pu être réparés avec les ressources et les composants disponibles. Le P-51B-15Z de Frazier entre dans cette catégorie de captures répréhensibles. L'avion avait subi des dommages lors des intenses ratissages des chasseurs soutenant les opérations du jour J, forçant un atterrissage d'urgence sur un territoire resté sous contrôle allemand malgré l'invasion. Les équipes de secours allemandes sont arrivées sur le site en quelques heures, suivant les procédures établies pour évaluer les sites de l'accident. Ils ont soigneusement examiné le Mustang, évalué l'étendue des dommages et déterminé que malgré les dommages causés au combat et l'impact de l'accident, la cellule était restée suffisamment intacte pour être réparée et remise en état de vol. L'avion a été soigneusement chargé sur un transport spécialisé et envoyé à Rechlin, où des techniciens et ingénieurs expérimentés ont travaillé systématiquement pour le remettre en état de vol. Le centre d'essai Röchlin, anciennement connu sous le nom d'Aerobong Stellar Rec et situé près du lac Müritz, a servi de principale installation de la Luftwaffe pour évaluer les nouvelles conceptions d'avions allemands et effectuer des tests détaillés des types ennemis capturés. L'installation,
qui avait été officiellement désignée installation centrale d'essai de la Luftwaffe le 26 février 1936, comprenait de vastes ateliers équipés d'outils spécialisés, des champs d'essai complets pour divers protocoles d'évaluation et des pistes spécialement configurées pour les vols d'évaluation dans des conditions contrôlées. Les techniciens de Retchin possédaient des compétences considérables en matière d'ingénierie inverse et de réparation des avions alliés, malgré l'absence de manuels techniques originaux, de spécifications d'usine et de pièces de rechange d'origine fabriquées selon les tolérances d'origine. Le processus de réparation de la Mustang de Fraser a nécessité une ingéniosité considérables qui témoignaient à la fois de la compétence technique allemande et des défis croissants liés au travail avec des ressources limitées. Les techniciens ont cannibalisé les composants d'autres P-51 écrasés, récupérés à travers l'Europe, constituant ainsi un inventaire de pièces qui pourraient être assorties et montées pour créer un avion en état de voler à partir de plusieurs machines endommagées. Le moteur Packard 51 750-3, Merlin, une version sous licence du Rolls-Royce Merlin 63, avec un compresseur à 2 étages et 2 vitesses qui produisait 1490 chevaux à 13 750 pieds en utilisant une pression de suralimentation au mercure de 61 pouces, a subi une inspection détaillée et les réparations nécessaires à l'aide de pièces de rechange obtenues auprès de plusieurs sources. Ce moteur représentait une prouesse technologique importante, délivrant beaucoup plus de puissance en altitude que les moteurs suralimentés à un seul étage grâce à son système sophistiqué de suralimentation à 2 étages à refroidissement intermédiaire. Les mitrailleuses Browning M2 de calibre 450 de l'avion, montées 2 par aile dans la configuration P-51B, ont été retirées et remplacées par des poids de ballast pour maintenir une répartition correcte du poids et un centre de gravité, car la réglementation allemande interdisait strictement d'armer les avions capturés, utilisés à des fins d'essai et de démonstration. Cette restriction reflétait à la fois des considérations de sécurité et des préoccupations concernant le fait que les avions capturés pourraient être utilisés contre les forces allemandes s'ils retombaient aux mains des Alliés par accident ou par défection. Les surfaces de contrôle ont été minutieusement examinées pour vérifier leur intégrité structurelle et leur bon fonctionnement. Les systèmes hydrauliques ont subi des tests de pression et inspection des fuites. Les réservoirs de carburant ont été soigneusement inspectés pour déceler tout dommage, fissure et point de fuite potentiel susceptible de provoquer une défaillance catastrophique pendant les opérations aériennes. La conception de la verrière Razorback, qui caractérisait le P-51B, a été soigneusement préservée et réparée, bien que les pilotes allemands aient remarqué plus tard comment la verrière encadrée limitait la visibilité vers l'arrière par rapport à la verrière à bulles introduite sur la variante ultérieure du P-51D. Après des semaines de travail méticuleux de la part de techniciens qualifiés, travaillant avec des ressources limitées et des solutions improvisées, le Mustang a été déclaré prêt pour les premiers vols d'essai. Les pilotes d'essai allemands ont abordé leur première rencontre avec des chasseurs américains, capturés avec une curiosité professionnelle mêlée à un scepticisme considérable né d'années de propagande de la Luftwaffe. Les informations officielles avaient toujours présenté les avions américains comme des machines rudimentaires produites en série, qui privilégiaient la quantité plutôt que la qualité, mettant l'accent sur la facilité et la simplicité de fabrication plutôt que sur une ingénierie sophistiquée et des performances raffinées. L'opinion dominante parmi de nombreux pilotes allemands, renforcée par les communications officielles, était que l'ingénierie américaine se concentrait sur la production d'un nombre suffisant d'avions acceptables plutôt que de rechercher l'excellence en ingénierie et l'optimisation des performances qui caractérisaient les meilleures conceptions allemandes. Ces hypothèses confortables ont commencé à se dissoudre rapidement au moment où des pilotes d'essais allemands expérimentés sont montés dans le cockpit de la Mustang et ont fait l'expérience directe de ce que les concepteurs et ingénieurs américains avaient réellement réalisé grâce à une conception soignée, une ingénierie sophistiquée
et une attention méticuleuse aux exigences opérationnelles. La disposition du cockpit du P-51B a immédiatement impressionné les pilotes allemands familiers avec les espaces exigus des cockpits du Messerschmitt B F-109 et même avec les logements plus spacieux des Fowler-Wolf FW-19O. Le cockpit du Mustang a fait preuve d'une conception ergonomique réfléchie avec des commandes logiquement disposées et positionnées à portée de main, réduisant ainsi la charge de travail du pilote et permettant de se concentrer sur les situations tactiques plutôt que de se débattre avec les systèmes de l'avion. Les instruments étaient clairement marqués avec des jauges facilement lisibles et judicieusement regroupées par fonction, suivant les principes des facteurs humains qui donnaient jamais la priorité à l'efficacité du pilote. Le siège offrait un confort nettement meilleur que celui des chasseurs allemands, un facteur important lors de missions de plusieurs heures où la fatigue du pilote pouvait avoir un impact significatif sur les performances et la prise de décision. La visibilité, même dans la configuration précédente du Razorback, avec sa verrière encadrée, dépassait celle des pilotes du Bf-109 avec leur verrière fortement encadrée, leur ligne de vue restreinte et leur visibilité arrière particulièrement mauvaise, qui rendait les pilotes allemands vulnérables aux attaques par derrière. Mais la véritable révélation est venue lorsque les pilotes d'essai allemands ont poussé l'accélérateur et ont senti le moteur Packard 503 Merlin répondre avec une puissance progressive et douce. La puissance augmentait de manière constante et prévisible à mesure que la Mustang accélérait sur la piste de Recklin. L'hélice standard Hamilton à 4 pales mord efficacement l'air. La course au décollage a été sensiblement plus courte que prévu pour un avion du poids et de la taille du P-51. Un témoignage clair de la puissance importante du moteur et de la conception aérodynamique efficace de la cellule qui minimise la traînée sur toute la plage de vitesse. Une fois en vol, le Mustang a démontré des caractéristiques de maniabilité qui remettaient fondamentalement en question tout ce que les pilotes allemands pensaient comprendre de la philosophie de conception et des capacités d'ingénierie des avions américains. Les commandes de vol étaient magnifiquement harmonisées avec les forces des ailerons, de la profondeur et du gouvernail parfaitement équilibrés sur toute la plage de vitesse, depuis les vitesses d'approche jusqu'à la vitesse maximale. Les forces de contrôle augmentèrent de manière prévisible avec la vitesse, fournissant un bon retour sans devenir excessivement lourdes et diminuaient progressivement à des vitesses inférieures, sans devenir trop sensibles ou nerveuses. Le Mustang répondait de manière nette et prévisible aux commandes sans afficher l'hypersensibilité ou les caractéristiques de maniement nerveuse qui affligeaient certains chasseurs. Le taux de roulis dépassait considérablement celui du Bf-109 et se rapprochait des performances de roulis exceptionnelles du FW-19, permettant des changements rapides de direction de vol qui étaient essentiels pour les manœuvres offensives et défensives au combat. L'avion pouvait être lancé de manière agressive dans diverses manœuvres sans afficher de tendance inquiétante à la sortie d'un vol contrôlé, à une entrée en vrille ou à d'autres caractéristiques dangereuses qui pourraient s'avérer fatales en situation de combat. Les pilotes d'essai allemands ont systématiquement évalué les performances du Mustang au moyen de vols d'essai soigneusement planifiés, poussant l'avion à effectuer des manœuvres standardisées spécialement conçues pour révéler ses points forts, ses limites et toute caractéristique dangereuse cachée. Les performances en ascension les ont considérablement impressionnés et ont suscité de vives inquiétudes quant aux implications tactiques. Le P-50B pourrait maintenir d'excellents taux de montée en altitude, des altitudes dépassant largement 30 000 pieds, où le moteur Merlin, suralimenté à 2 étages, continuait à produire une puissance substantielle, même si l'air de plus en plus mince en altitude dégradait gravement les performances des chasseurs allemands équipés de compresseurs à 1 étage. Les performances à haute altitude préoccupaient particulièrement les pilotes et les planificateurs tactiques allemands, car les formations de bombardiers américains opéraient généralement entre 25 000 et 30 000 pieds, là où l'air était rare et froid.
mais les tirs défensifs des bombardiers restaient efficaces contre les chasseurs qui devaient ralentir pour attaquer. Les chasseurs allemands équipés de compresseurs à un étage avaient de plus en plus de mal à intercepter efficacement à ces altitudes leurs moteurs haletants pour avoir suffisamment d'air, tandis que le Merlin sophistiqué à 2 étages du Mustang continuait à fournir une puissance robuste et fiable. La révélation a fait réfléchir les pilotes et les commandants qui en ont compris les implications. Le Mustang pouvait non seulement escorter les bombardiers jusqu'à ces altitudes, mais pouvait y combattre efficacement en conservant son avantage en termes de vitesse et de maniabilité, tandis que les intercepteurs allemands travaillaient avec une puissance réduite, des vitesses plus lentes et une maniabilité dégradée, alors que leurs moteurs luttaient contre la raréfaction de l'atmosphère. Des essais de vitesse menés dans des conditions contrôlées, à différentes altitudes, ont confirmé la nette supériorité de la Mustang dans cette catégorie de performance critique. Le P51B pourrait atteindre environ 440 mph à une altitude optimale avec le moteur fonctionnant à des réglages de puissance militaire. Significativement plus rapide que le Messid Bf-109G à environ 386 mph et que le Fowler-Wolf FVV-80 à environ 48 mph, lorsqu'ils sont mesurés dans des conditions comparables. Cet avantage de vitesse substantielle s'est avéré tactiquement décisif au combat, car il permettait fondamentalement aux pilotes du Mustang de dicter les conditions d'engagement en fonction de leur avantage. Les pilotes américains pouvaient y choisir quand s'engager, poursuivant les chasseurs allemands en fuite, lorsque la situation tactique favorisait l'attaque. Tout aussi important, ils pouvaient choisir de se désengager des affrontements défavorables en s'éloignant, en accélérant des chasseurs allemands qui manquaient de vitesse suffisante pour poursuivre ou forcer la poursuite du combat. Les pilotes allemands ont découvert qu'ils ne pouvaient pas forcer le combat sur un Mustang dont le pilote avait reconnu une situation défavorable et avait choisi d'éviter l'engagement, sapant fondamentalement la flexibilité tactique allemande. La conception de l'aile du P-51 basée sur les sections de feuilles d'air à flux, laminaires NACA, a donné à la Mustang son apparence distinctive et a fourni une efficacité aérodynamique exceptionnelle. Cependant, les ingénieurs allemands ont noté que l'obtention d'un véritable écoulement de laminine dans des conditions opérationnelles restait difficile à atteindre en raison des tolérances de fabrication, des imperfections de surface, des rivets, de la peinture et de l'usure opérationnelle. Néanmoins, l'aile du P-51 générait une portance substantielle avec une traînée minimale par rapport aux ailes conventionnelles, contribuant de manière significative à l'autonomie et à l'efficacité énergétique remarquable de l'avion. Cette conception d'aile a maintenu son efficacité sur une plage de vitesse remarquablement large. Depuis, la maniabilité à vitesse relativement basse lors des approches Lazio, l'atterrissage, jusqu'aux performances à grande vitesse pendant les manœuvres de combat, offrant des caractéristiques de maniement cohérentes et prévisibles qui ont réduit la charge de travail du pilote et amélioré l'efficacité au combat. Les performances en plongée ont révélé un autre domaine dans lequel le Mustang a démontré une nette supériorité sur les chasseurs allemands. L'avion pouvait plonger à des vitesses très élevées sans rencontrer le durcissement sévère des commandes et l'efficacité réduite des commandes qui affectaient de nombreux chasseurs lorsqu'ils approchaient ou dépassaient leur vitesse maximale de conception. Les pilotes pouvaient sortir de plongées abruptes à grande vitesse sans nécessiter d'efforts physiques excessifs ni lutter contre des commandes verrouillées, et la cellule restait stable tout au long de la manœuvre sans tendance au flottement, au tremblement ou à une défaillance structurelle. Les pilotes d'essai allemands ont noté cette capacité avec un intérêt et une inquiétude particuliers, car les attaques en plongée représentaient une doctrine tactique allemande principale pour engager des formations de bombardiers et escorter des chasseurs, attaquant depuis une altitude pour gagner en vitesse et en énergie avant de reculer. La capacité du Mustang à suivre les chasseurs allemands lors de plongées à grande vitesse et à maintenir une autorité de contrôle totale tout au long de la manœuvre a éliminé un avantage tactique allemand clé. Les performances des virages présentaient une image plus complexe et nuancée qui nécessitait une analyse minutieuse. Le Mustang
ne pouvait pas égaler le taux de virage soutenu du Bf-109 en vol en palier à des vitesses modérées, d'autant plus que le Bf-109 bénéficiait de lattes de bord d'attaque qui se déployaient automatiquement lors des manœuvres à angle d'attaque élevé et d'un décrochage retardé des ailes lors des virages serrés. Lors de combats soutenus avec virage à vitesse lente et à moyenne altitude, le Bf-109, plus léger et plus compact, détenait un avantage mesurable en termes de rayon de virage et de vitesse de virage. Cependant, les pilotes allemands ont découvert grâce à des tests systématiques et à des combats simulés que la nette supériorité du Mustang en termes de vitesse et de taux de montée permettait aux pilotes expérimentés d'éviter complètement les engagements en virage soutenu et de combattre à la place en utilisant des engins de combat. Tactique énergétique. Le Mustang excellait dans la conversion efficace de la vitesse en altitude et de l'altitude en vitesse, permettant aux pilotes de maintenir leur état d'énergie tout au long des manœuvres de combat. Cette capacité permettait aux pilotes du Mustang de s'engager lorsqu'ils étaient avantageux et de se désengager lorsqu'ils étaient menacés, forçant le combat selon leurs conditions plutôt que d'accepter la géométrie de combat préférée de l'ennemi. La résistance structurelle et la construction robuste du Mustang ont impressionné les ingénieurs allemands qui ont examiné la cellule en détail à Rechlin et à Göttingen, où des évaluations techniques plus détaillées ont eu lieu. L'avion a été construit en grande partie avec des marges de sécurité importantes intégrées aux composants structurels critiques de la basique de la cellule. Cette philosophie de construction robuste contrastait avec les approches de conception allemande qui poussaient souvent les limites structurelles au minimum absolu dans la recherche d'une réduction de poids et de performance maximale. Le P-51 pourrait subir des dégâts de combat importants qui auraient détruit des avions allemands plus légers, tout en rentrant avec succès à la base, une capacité qui se traduisait directement en taux de survie des pilotes et en disponibilité des avions pour les missions ultérieures. La philosophie d'ingénierie américaine mettait clairement l'accent sur la capacité de survie et la maintenabilité, acceptant un poids à vide légèrement plus élevé en échange d'une durabilité qui permettait aux avions et aux pilotes de rester plus longtemps au combat. Les capacités de portée ont stupéfié les pilotes allemands, habitués à l'endurance très limitée de leurs propres chasseurs, qui dépassaient rarement 90 minutes de temps de vol total, combat compris. Le P-51B transportait beaucoup plus de carburant interne que le Bf-109 ou le FW-190, et la conception aérodynamiquement efficace des ailes traduisait cette capacité de carburant en une autonomie vraiment extraordinaire qui semblait presque incroyable aux pilotes allemands. Grâce à des réservoirs largables externes fixés sous les ailes, le Mustang pouvait effectuer des missions d'une durée supérieure à 8 heures, couvrant des distances opérationnelles qui semblaient presque impossibles aux pilotes allemands, dont le rayon de combat dépassait à peine 200 mètres dans des conditions optimales. Cet énorme avantage de portée a fondamentalement transformé les opérations d'escorte de bombardiers d'une manière qui s'est avérée stratégiquement décisive. Au début de la guerre, les chasseurs allemands pouvaient simplement attendre que les escortes alliées, à plus courte portée, atteignent leur limite de carburant et rebroussent chemin vers leur base, puis attaquer les bombardiers non protégés pendant les parties les plus dangereuses de leur mission au plus profond du territoire allemand. Le Mustang a complètement éliminé cette fenêtre tactique. Les escortes américaines pouvaient désormais accompagner les bombardiers tout au long de leur mission en Allemagne et en Angleterre, empêchant ainsi les chasseurs allemands de trouver des cibles véritablement vulnérables. Les implications stratégiques étaient profondes et profondément troublantes pour les commandants de la Luftwaffe, qui comprenaient que les chasseurs allemands devaient désormais se frayer un chemin à travers des escortes pour atteindre les bombardiers, augmentant considérablement le risque auquel les pilotes allemands étaient confrontés lors de chaque tentative d'interception. Les pilotes allemands qui ont piloté des Mustangs, capturés lors de vols d'essai et de combats simulés, ont toujours déclaré avoir été profondément impressionnés par les caractéristiques de maniement harmonisé de l'avion et par sa facilité d'utilisation globale. Les commandes de vol ne nécessitaient ni une force physique excessive,
ni un toucher trop délicat. Trouver un équilibre idéal qui permettait aux pilotes de voler de manière agressive et précise, sans craindre de trop contrôler l'avion ou de perdre le contrôle par inadvertance lors de manœuvres violentes. Cette facilité de manipulation indulgente signifiait que les pilotes moyens pouvaient tirer de bonnes performances du Mustang dans la plupart des conditions, tandis que les pilotes exceptionnels pouvaient obtenir des résultats remarquables en exploitant pleinement les capacités de l'avion. L'accessibilité à la maintenance a surpris les équipes au sol allemandes, familiarisées avec les exigences d'entretien, parfois extraordinairement difficiles, des Bf-109 et F-190, en particulier lorsqu'elles travaillaient sur le terrain avec un équipement limité. Le capot moteur de la Mustang s'ouvrait en plusieurs sections, offrant un excellent accès au moteur Merlin et à ses accessoires, au système de carburant, aux composants hydrauliques et aux systèmes électriques. Les panneaux de la cellule pourraient être rapidement retirés pour atteindre les systèmes internes à des fins d'inspection, de réglage ou de réparation. La conception globale reflétait clairement l'accent mis par les États-Unis sur une maintenance rapide et une disponibilité opérationnelle élevée. Reconnaître que les avions stationnés au sol, en attente de réparation, ne contribuaient en rien à l'efficacité du combat, quelle que soit leur capacité de performance théorique. L'émerveille, Rosarius a emmené le Mustang codé T9 plus HK capturé et réparé lors d'une longue tournée dans les bases opérationnelles de chasse de la Luftwaffe à travers l'Allemagne à la fin de 1944, visitant de nombreux endroits où étaient basées les unités de chasse de première ligne. À chaque escale, l'unité établirait des opérations temporaires et organiserait des démonstrations complètes montrant aux pilotes allemands exactement ce que les avions alliés pouvaient faire en vol et leur apprenant des tactiques spécifiques conçues pour contrer les forces alliées tout en identifiant, y et exploiter toutes les faiblesses qui pourraient être trouvées. Les démonstrations commençaient généralement par le roulage d'avions capturés devant des pilotes allemands et du personnel au sol rassemblés, créant des scènes surréalistes alors que des avions ennemis portant des marques allemandes et une peinture d'identification jaune vif se déplaçaient parmi les chasseurs allemands. Voir ces avions de près a eu un impact psychologique substantiel, rendant l'ennemi tangible et réel plutôt qu'abstrait. Viennent ensuite des démonstrations en vol au cours desquelles des pilotes d'essai allemands expérimentés pilotent l'avion capturé à travers des routines de voltige et des manœuvres tactiques soigneusement chorégraphiées, démontrant des capacités de performance spécifiques d'une manière bien plus efficace que les rapports écrits ou les briefings verbaux ne pourraient jamais l'être. Pour les démonstrations du Mustang, les pilotes d'essai effectuaient des passages à grande vitesse, à basse altitude, pour montrer de manière spectaculaire l'avantage significatif de l'avion en termes de vitesse par rapport aux types allemands. Ils exécuteraient dans des manœuvres de montée à des altitudes supérieures à 30 000 pieds pour afficher les performances de montée remarquables et la capacité à haute altitude permise par le moteur suralimenté à 2 étages. Il démontrerait l'excellent taux de roulis du P-51 grâce à une série de rouleaux d'ailerons nets qui montraient à quelle vitesse l'avion pouvait changer de direction. Des combats de chiens simulés contre des combattants allemands illustreraient à la fois les atouts du Mustang et les circonstances limitées dans lesquelles les combattants allemands conservaient des avantages. Une fois la démonstration en vol terminée, les pilotes et le personnel au sol ont pu s'approcher de l'avion au sol, l'examiner de près, inspecter la configuration du cockpit et le tableau de bord, et poser des questions détaillées aux pilotes d'essai qui possédaient une vaste expérience du pilotage de l'appareil capturé. Ces séances éducatives pratiques se sont révélées inestimables pour démystifier les avions ennemis et fournir une compréhension concrète et tangible de ce à quoi les pilotes allemands étaient confrontés lors d'opérations de combat réels. L'élément le plus précieux et le plus marquant de ces visites de base impliquait des séances de combat simulées au cours desquelles des combattants alliés capturés engagèrent des combattants allemands dans des combats simulés soigneusement contrôlés et sous observation.
Des pilotes allemands, expérimentés, sélectionnés, piloteraient leur propre avion opérationnel contre les types capturés, découvrant par eux-mêmes comment les chasseurs alliés se comportaient dans des situations de combat dynamiques et apprenant ce qui fonctionnait et ce qui s'avérait inefficace contre des avions alliés spécifiques. Une de ces démonstrations a eu lieu sur un aérodrome accueillant Yagashada 1 à la fin de 1944. Alors que les opérations des bombardiers alliés s'intensifiaient et que les pertes allemandes augmentaient, le commandant de la base avait fait en sorte que plusieurs de ses pilotes les plus expérimentés effectuent des simulations d'engagement contre le Mustang, capturé afin d'acquérir des connaissances pratiques qu'ils pourraient transmettre à leurs camarades d'escadron. Le pilote d'essai allemand aux commandes du P-51 a démontré les tactiques que les pilotes américains utilisaient généralement en combat réel, utilisant les avantages évidents du Mustang en termes de vitesse et de performance de montée pour maintenir l'énergie tout au long de l'engagement, tout en évitant les situations où les performances de virage moindres du Mustang devenaient un inconvénient significatif. Les pilotes allemands, pilotant des Metz MIT Bf-109G et des Fawolf FW-181, ont tenté d'engager le Mustang en utilisant des tactiques standards de la Luftwaffe qui s'étaient révélées efficaces contre les chasseurs alliés précédents. Ils ont rapidement découvert l'extrême difficulté d'engager avec succès un Mustang dont le pilote comprenait et utilisait correctement les techniques de gestion de l'énergie et les avantages en termes de performance de l'avion. Lorsque les pilotes allemands poursuivaient agressivement, le Mustang accélérait simplement, ouvrant la distance plus rapidement que les chasseurs allemands qui les poursuivaient ne pouvaient la fermer. Lorsque les pilotes allemands tentèrent de grimper pour gagner une position avantageuse au-dessus du Mustang pour une attaque en plongée, le P-51 les dépassa, atteignant d'abord une altitude supérieure et renversant la situation tactique. Lorsque les pilotes allemands tentèrent de forcer un combat en virage soutenu là où les performances de virage supérieures du Bf-109 auraient dû fournir un avantage, le pilote du Mustang refusait l'engagement en s'éloignant en utilisant une vitesse supérieure, puis revenait à l'engagement avec un avantage énergétique renouvelé lorsque les conditions favorisaient l'attaque. Les séances de combat simulées ont donné à réfléchir aux pilotes allemands qui croyaient ou espéraient que leurs avions et leurs tactiques établies restaient raisonnablement compétitifs par rapport aux chasseurs alliés malgré la détérioration de la situation stratégique. L'observation directe et l'expérience des capacités de performance du Mustang dans les manœuvres de combat dynamique ont clairement démontré que les pilotes américains pilotant des P-51 possédaient des avantages tactiques significatifs et fondamentaux, en particulier aux hautes altitudes où se déroulaient généralement les combats d'escorte de bombardiers. Ce modèle de révélation et de prise de conscience progressivement naissante s'est répété dans de nombreuses bases de la Luftwaffe, où le Wanderxercus Rosarius a effectué des démonstrations à la fin de 1944 et jusqu'en 1945. Les pilotes allemands ont reçu des assurances officielles quant à la supériorité continue ou au moins à la parité compétitive de leurs avions. L'engin, lors des briefings préalables à la démonstration, puis ont fait l'expérience de véritables démonstrations de combat et de vol qui contredisaient directement ces évaluations optimistes. Les démonstrations d'avions capturés ont fourni la preuve concrète et indéniable que les chasseurs allemands faisaient face à des adversaires redoutables dont les capacités dépassaient largement ce que la propagande et les communications officielles suggéraient. Walter Dahl, qui commandait des unités de chasse en 1944, écrivit plus tard dans ses mémoires sur les visites de Wanderxercus Rosarius dans ses bases, bien que les historiens notent que ces récits doivent être traités avec prudence en raison de problèmes de fiabilité documentés tout au long de ses écrits. Il a décrit comment les chasseurs américains capturés arrivaient avec les bombardiers lourds capturés, créant des scènes inhabituelles et quelque peu surréalistes où les avions ennemis se garaient paisiblement aux côtés des machines allemandes pendant que les pilotes les examinaient de près. Les chefs de formation ont eu l'opportunité de piloter des avions capturés dans des combats simulés contrôlés
ce qui leur a permis de comprendre les caractéristiques des avions alliés grâce à une expérience personnelle directe plutôt que de s'appuyer uniquement sur des rapports de seconde main et des briefings officiels. Dahl a souligné la valeur substantielle de cette formation, notant que la familiarité avec les capacités des avions ennemis représentait un facteur à ne pas sous-estimer dans le combat aérien, où des décisions en une fraction de seconde déterminaient souvent la survie. À la suite de ces séances de démonstration, les chefs d'escadrille donneraient des conférences de formation détaillées avec les membres de leur escadron, transmettant des recommandations spécifiques et des idées tactiques basées sur leurs observations personnelles et leur expérience directe de pilotage d'avions alliés capturés. Ce transfert systématique de connaissances a aidé à préparer les pilotes allemands au combat avec une compréhension plus réaliste des forces alliées et des circonstances de plus en plus limitées dans lesquelles les chasseurs allemands conservaient des avantages exploitables. Le programme obtint des résultats résolument mitigés à la fin de 1944, alors que la situation stratégique de l'Allemagne se détériorait sur tous les fronts. Bien que les démonstrations aient incontestablement fourni des renseignements tactiques précieux et amélioré la compréhension des pilotes allemands des capacités des avions alliés, ces connaissances n'ont pas pu surmonter les désavantages fondamentaux et croissants auxquels les forces allemandes étaient confrontées. La Luftwaffe souffrait de pénuries de carburant chroniques et croissantes qui limitaient considérablement les heures de formation en vol des nouveaux pilotes, ce qui entraînait l'envoi au combat de pilotes insuffisamment préparés et dotés d'une expérience minimale. Les pilotes expérimentés qui ont compris, grâce à une dure expérience de combat, comment lutter efficacement contre les avions P-51 étaient de plus en plus rares, perdus à cause de l'usure incessante lors du combat aérien brutal de 1944 qui a vu les pertes de pilotes de chasse allemands atteindre des niveaux insoutenables. La production aéronautique, bien que restant étonnamment élevée, malgré les bombardements stratégiques alliés intensifs sur l'industrie allemande, n'a pas pu compenser les pertes assez rapidement pour maintenir la force des forces. Plus important encore, les révélations sur l'entraînement des avions capturés ont souvent servi principalement à démoraliser plutôt qu'à inspirer, les pilotes prenant conscience de toute l'étendue de leurs désavantages. Les pilotes allemands reconnaissaient de plus en plus clairement qu'ils pilotaient des avions de qualité inférieure, ou, au minimum, des appareils inférieurs dans les catégories de performance les plus critiques pour les missions qui leur étaient confiées. L'avantage de vitesse du P-51, sa portée extraordinaire et ses performances supérieures à haute altitude ne pouvaient être égalées par aucun chasseur allemand disponible en service opérationnel. Les renseignements techniques recueillis à partir des Mustangs capturés allaient bien au-delà des simples essais en vol et évaluation au combat. Les ingénieurs allemands de Rechlin et de Göttingen ont systématiquement démonté les composants du P-51 pour comprendre les techniques de fabrication américaines, la de sélection des matériaux et les approches de conception détaillée. Ils ont examiné la structure de l'aile et les sections du profil aérodynamique de manière méticuleuse, étudiant les méthodes de construction et tentant de comprendre précisément comment les concepteurs américains avaient atteint des performances aérodynamiquement aussi efficaces. Ils ont analysé le moteur Packard 1650-3, Merlin avec beaucoup d'intérêt, notant son système sophistiqué de suralimentation à 2 étages avec refroidisseur intermédiaire qui permettait des performances aussi impressionnantes à haute altitude. Le système de carburant a fait l'objet d'une attention particulière alors que les ingénieurs tentèrent de comprendre comment les concepteurs américains avaient atteint une autonomie aussi remarquable. Les systèmes hydrauliques ont été évalués pour leur fiabilité et leur relative facilité de maintenance par rapport au système allemand. Les ingénieurs allemands ont noté à plusieurs reprises la qualité élevée et constante des matériaux utilisés dans l'ensemble de l'avion. L'accès américain à des matériaux stratégiques, des alliages d'aluminium de haute qualité, des aciers spécialisés et des composés de caoutchouc fiables, a permis aux concepteurs de créer des structures combinant efficacement résistance et poids acceptable, tout en maintenant l'efficacité de la production.
L'Allemagne fut confrontée à des pénuries de matériaux de plus en plus graves en 1944, forçant l'utilisation de matériaux de substitution qui se révélèrent trop alors souvent inférieurs en termes de résistance et de durabilité, ou des caractéristiques de fabrication. L'enquête sur les Mustangs capturés a révélé des techniques de fabrication sophistiquées qui ont permis une véritable production de masse sans compromettre de manière significative les normes de qualité. Les usines américaines produisaient des P51 en utilisant des méthodes de chaîne d'assemblage très développées qui maintenaient des tolérances remarquablement strictes et une qualité constante sur des milliers d'avions individuels. La production allemande était devenue de plus en plus dépendante d'une fabrication dispersée dans des installations plus petites, dispersées à travers le pays, pour éviter les bombardements concentrés. Parfois, le recours à une main-d'œuvre forcée, insuffisamment formée, entraîne une qualité incohérente, une efficacité de production réduite et des problèmes de maintenance croissants avec les avions opérationnels. Le Mustang, capturé désigné T9 plus HK, a servi au sein du Wonder Circus Rosarius jusqu'au 10 décembre 1944, date à laquelle l'avion et son pilote Oberleutnant Leob Schanz ont été perdus. Les documents historiques ne précisent pas de manière définitive si l'avion s'est écrasé lors d'un vol de démonstration, a été détruit au sol lors d'un raid aérien allié contre l'aérodrome où il était stationné ou a été victime d'autres circonstances de guerre. À ce stade de sa deuxième vie opérationnelle, l'avion avait beaucoup voyagé à travers l'Allemagne, visitant de nombreuses bases de la Luftwaffe et dispensant une formation pratique directe à des centaines de pilotes allemands qui ont acquis une connaissance directe inestimable des capacités des avions américains. D'autres Mustangs capturés ont servi des rôles similaires d'évaluation et de démonstration pour la Luftwaffe. Les archives allemandes et les recherches d'après-guerre indiquent qu'au moins 2 P-51 ont certainement fonctionné avec le Wonder Xercus Rosarius à divers moments en 1944 et au début de 1945, portant les codes Luftwaffe, T9 plus CK et T9 plus HK. Les sources historiques répertorient parfois à tort T9 plus FK et T9 plus PK comme P-51 supplémentaires ou exploités par l'unité. Mais des recherches minutieuses révèlent que le T9 plus FK était en fait un P-47D Thunderbolt capturé et non un Mustang, tandis que le T9 plus PK était un chasseur soviétique Lavodkin Live FN capturé. Le code de désignation T9 n'a été officiellement attribué à aucune formation opérationnelle existante de la Luftwaffe dans les archives organisationnelles allemandes, ce qui suggère fortement qu'il représentait un code ad hoc utilisé spécifiquement pour les opérations d'avions capturées par les Wanderers Rosarius, plutôt que de suivre la structure organisationnelle standard de la Luftwaffe. La documentation indique qu'un P-51B capturé a été utilisé sur l'aérodrome de Neuruppin, situé à environ 60 km au nord-ouest de Berlin, pour former les pilotes de chasse hongrois, aux tactiques efficaces d'utilisation de leur Fowler-Wolf F-90 contre les Mustangs américains. Ce transfert de connaissances tactiques aux alliés allemands reflétait la reconnaissance du fait que le Mustang représentait une menace importante et croissante, nécessitant des contre-tactiques spécialisées qui devaient être largement diffusées. L'entraînement mettait l'accent sur l'identification et l'exploitation des domaines limités dans lesquels les chasseurs allemands et hongrois conservaient des avantages, tels que des performances de virage soutenues à des vitesses et des altitudes inférieures, tout en évitant soigneusement les situations qui jouaient directement sur les atouts écrasants des Mustangs en termes de vitesse, de taux de montée et de performance à haute altitude. Les implications plus larges du fait que les pilotes allemands expérimentaient directement et comprenaient parfaitement les chasseurs américains. Supérieurs s'étendaient bien au-delà des considérations tactiques immédiates. La Mustang représentait la preuve tangible et indéniable que les capacités industrielles et techniques américaines égalaient ou dépassaient les réalisations allemandes dans des domaines critiques, contredisant des années de propagande sur l'infériorité industrielle et technique américaine.
Cette prise de conscience inconfortable a remis en question les hypothèses fondamentales sur les capacités nationales relatives et a contribué de manière significative au déclin du moral des pilotes allemands, qui ont de plus en plus compris qu'ils combattaient avec un désavantage grave et croissant qu'aucune compétence, courage ou intelligence tactique ne pouvait pleinement surmonter. Les capacités du champ de tir des Mustangs ont particulièrement troublé les commandants allemands, car ils en reconnaissaient clairement les implications stratégiques décisives. La guerre des bombardiers contre l'Allemagne, qui semblait potentiellement maîtrisable lorsque les escortes alliées possédaient une portée limitée et devaient faire demi-tour avant d'atteindre des cibles profondes, est devenue effectivement imparable une fois que les Mustangs ont pu assurer une couverture d'escorte continue tout au long des missions. Les chasseurs allemands ne pouvaient plus attendre que les escortes atteignent leurs limites de carburant et fassent de demi-tour avant d'attaquer les bombardiers. Chaque mission de bombardement comportait désormais une escorte de chasseurs, augmentant considérablement le risque auquel les pilotes allemands étaient confrontés lorsqu'ils tentaient d'intercepter et les forçant à se battre à travers les écrans de chasseurs alliés supérieurs pour atteindre les formations de bombardiers. Les chiffres de production révèlent une histoire dévastatrice sur la capacité industrielle relative. À la fin de 1944, les usines américaines produisaient environ 500 P-51 par mois, et ce chiffre allait encore grimper, atteignant 881 avions par mois en janvier 1945, au pic de production. Cette production a dépassé plus du double. C'est le taux de production combiné de tous les types de chasseurs monomoteurs allemands, y compris les Bf-109, les Fpvt 190 et les types plus récents. De plus, ces Mustangs étaient équipés de moteurs fiables, construits selon des normes de qualité constantes, d'instruments sophistiqués et précis, et d'équipements radio qui fonctionnaient de manière cohérente et fiable, contrairement aux équipements souvent peu fiables et mal fabriqués des chasseurs allemands de la fin de la guerre. Les pilotes américains pilotaient des avions correctement entretenus par des équipes au sol bien formées et disposant de suffisamment de pièces de rechange d'origine, d'outils appropriés et de manuels techniques. Tandis que les forces allemandes étaient aux prises avec des problèmes de maintenance de plus en plus graves, créés par des pénuries de pièces détachées, de matériaux, de substitution, un personnel sous-formé ou forcé, et des installations de maintenance dispersées. La qualité et la rigueur de la formation des pilotes américains sont également devenues de plus en plus évidentes à travers les combats analysés par les pilotes allemands survivants. Les pilotes américains arrivaient généralement dans les unités opérationnelles avec 200 à 400 heures de formation au vol total, y compris une instruction approfondie sur les tactiques de combat avancées, le vol aux instruments dans diverses conditions météorologiques et les procédures de formation. La formation des pilotes allemands avait été considérablement et dangereusement raccourcie à la fin de 1944 en raison de graves pénuries de carburant et de la perte d'installations de formation et d'instructeurs expérimentés. Les nouveaux pilotes arrivaient parfois dans les unités de première ligne avec à peine 100 heures de vol total, une formation au combat minimal et souvent aucune formation aux instruments, les laissant dangereusement mal préparés à la réalité des opérations de combat. Ces pilotes, insuffisamment formés, faisaient face à des pilotes américains vétérans pilotant des avions objectivement supérieurs. Une combinaison qui produisit des résultats sinistrement prévisibles reflétés dans les statistiques de pertes allemandes. Les taux de pertes allemandes parmi les pilotes de chasse ont augmenté de façon spectaculaire et insoutenable en 1944 et au début de 1945. Les pilotes, expérimentés qui ont compris, grâce à une dure expérience de combat, comment maximiser les forces restantes de leur avion tout en minimisant l'exposition aux avantages de l'ennemi, ont été tués ou grièvement blessés plus rapidement que les pilotes de remplacement n'ont pu être formés, même dans le cadre de programmes de formation compressés et inadéquats. Les nouveaux pilotes, avec une formation minimale, n'ont survécu qu'à une poignée de missions, en moyenne, avant d'être abattus, s'enfuyant s'ils avaient de la chance, mourant s'ils ne l'étaient pas. La Luftwaffe perdait son atout le plus précieux et irremplaçable, à savoir des pilotes compétents
et expérimentés, possédant les connaissances et le jugement nécessaires à la survie et à l'efficacité, à des rythmes qui ne pouvaient pas être maintenus. Les démonstrations du Wanderzirkus Rosarius ont révélé ces dures réalités directement aux pilotes allemands avant qu'ils ne les rencontrent dans un combat réel où les enjeux étaient la vie ou la mort. Bien que cette préparation avancée ait théoriquement amélioré leurs chances de survie en leur fournissant une compréhension réaliste de ce à quoi elles seraient confrontées, elle a simultanément mis en évidence la détérioration de la situation à laquelle les forces allemandes étaient très confrontées dans toutes les dimensions de la guerre aérienne. Les pilotes qui ont piloté le Mustang capturé ou qui ont observé des vols de démonstration ont compris avec une clarté inconfortable qu'ils affronteraient des adversaires, bénéficiant d'avantages de performance significatifs et fondamentaux dans les domaines spécifiques qui comptèrent le plus. Vitesse, portée, capacité à haute altitude et chiffres globaux. Ces connaissances, tout en possédant une certaine valeur tactique, contribuèrent considérablement à la grave pression psychologique subie par les pilotes allemands à la fin de 1944 et au début de 1945, alors que la réalité stratégique devenait impossible à ignorer. Certains pilotes d'essai allemands, qui ont piloté de manière intensive des P-51, capturés lors de plusieurs vols d'essai et d'engagements de combat simulés, ont développé un respect professionnel, à contre-cœur, pour les prouesses techniques et la philosophie de conception américaine malgré leur position d'ennemi. Ils ont reconnu par expérience directe que le Mustang représentait une conception cohérente et bien intégrée qui donnait intelligemment la priorité aux caractéristiques les plus précieuses pour sa mission stratégique d'escorte de bombardiers à longue portée. L'avion a délibérément sacrifié certaines caractéristiques de performance en virage soutenu qui auraient pu être optimisées pour le pur combat aérien au profit d'une vitesse, d'une portée extraordinaire et de performances à haute altitude qui lui ont permis d'escorter des bombardiers au plus profond de l'Allemagne et de combattre efficacement tout au long de la mission. Cela représentait un jugement technique judicieux qui a sélectionné des compromis de conception appropriés pour atteindre des objectifs de mission clairement définis, plutôt que de rechercher des maxima de performance théorique qui ne répondaient pas aux exigences opérationnelles réelles. La facilité de production de la Mustang a également impressionné les ingénieurs allemands qui comprenaient intimement les défis de fabrication grâce à leurs propres expériences. La conception de l'avion a facilité une véritable production de masse grâce à une construction modulaire qui a permis une fabrication parallèle, des composants standardisés qui ont réduit la complexité et les exigences de formation, et des caractéristiques de conception qui ont délibérément simplifié opérations d'assemblage lifiées. Les usines américaines pouvaient produire des Mustangs en grand nombre tout en maintenant une qualité élevée et constante, car la conception fondamentale elle-même répondait aux exigences de production dès le début. Plutôt que de considérer la fabrication comme une réflexion après coup, les conceptions d'avions allemands donnaient souvent la priorité aux performances absolues, plutôt qu'à la fabricabilité, ce qui aboutissait à des avions difficiles et longs à produire même dans des conditions optimales, et encore moins dans les circonstances de détérioration de l'Allemagne de la fin de la guerre. Le moteur Packard 650-3 Merlin qui propulsait le P-51B de Frazier et d'autres Mustangs de première production représentait un autre domaine critique dans lequel les capacités américaines dépassaient les réalisations allemandes. La société Packard a fabriqué, avec succès des moteurs Rajal Rolls-Royce Merlin, sous licence aux États-Unis, produisant plusieurs milliers de moteurs d'une qualité remarquablement constante malgré la complexité de la conception. Le compresseur sophistiqué à 2 étages, avec refroidisseur intermédiaire, permettait des performances excellentes et soutenues à haute altitude que les moteurs en ligne allemand ne pouvaient égaler. Alors que le moteur s'est avéré fiable et relativement facile à entretenir dans des conditions de terrain, les moteurs en ligne allemands du Daimler-Benz, DB605, ont souffert de problèmes de qualité croissants en 1944, car de graves pénuries de matériaux
ont forcé l'utilisation de matériaux de substitution et la dispersion de la production pour éviter les bombardements, ont considérablement réduit l'efficacité du contrôle qualité. L'impact psychologique sur les pilotes allemands qui ont parfaitement compris, par expérience directe, l'écart de performance auquel ils étaient confrontés ne peut être surestimé ou considéré comme de simples problèmes de morale. Ces hommes étaient entrés en guerre confiants dans leur entraînement supérieur, les capacités de leurs avions et l'efficacité de leur doctrine tactique. À la fin de 1944, une vaste expérience du combat et une exposition directe aux avions alliés capturés dans le cadre des programmes Wanderzirkus, Rosarius, avaient systématiquement érodé cette confiance. Ils reconnurent avec une douloureuse clarté qu'ils combattaient des adversaires qui possédaient des avantages décisifs en termes de performance aérienne, une supériorité numérique écrasante, un meilleur soutien logistique, un entraînement plus approfondi et un renseignement supérieur. Les missions de combat aérien, dans ces conditions, exigeaient un courage extraordinaire qui frôlait le fatalisme et l'acceptation d'une mort probable ou de blessures graves. Les récits d'anciens pilotes de la Luftwaffe et les entretiens d'après-guerre de cette période décrivent fréquemment le sentiment désespéré de voir des formations de chasseurs américains apparaître à l'horizon et de savoir intellectuellement que ces escortes ne pourraient être évitées par aucune manœuvre tactique et ne pourraient être dépassées par aucun chasseur allemand en service opérationnel. Les pilotes allemands ont compris qu'engager des Mustangs à haute altitude signifiait se battre dans de graves désavantages dans toutes les catégories de performances importantes. Refuser de s'engager signifiait permettre aux bombardiers américains de frapper des cibles sans opposition, accélérant ainsi l'effondrement militaire et industriel de l'Allemagne. Aucune des deux options n'offrait de résultats acceptables d'un point de vue militaire professionnel. Pourtant, ce sont là les choix difficiles auxquels les pilotes de chasse allemands ont été confrontés quotidiennement au cours de la dernière année de la guerre. Alors que leur situation stratégique se détériorait au-delà de toute possibilité de renversement, les Wanderers Rosarius continuèrent donc leurs opérations jusqu'au début de 1945, effectuant des démonstrations avec divers avions capturés tant que le carburant aviation restait disponible en quantité suffisante et que les aérodromes opérationnels pouvaient être maintenus contre les avancées terrestres alliées de l'Est et de l'Ouest. À mesure que les forces alliées avançaient progressivement en Allemagne depuis de multiples directions, la capacité de l'unité à se rendre en toute sécurité vers les bases opérationnelles pour mener des démonstrations diminuait régulièrement. Finalement, le programme a nécessairement cessé ses opérations lorsque l'effondrement général de l'organisation militaire allemande a dépassé même les unités spécialisées de test et les groupes d'évaluation qui avaient auparavant reçu la priorité pour des ressources limitées. Le sort ultime des divers P-51 capturés et exploités par les forces allemandes reste incertain ou inconnu dans plusieurs cas en raison de dossiers incomplets et du chaos de l'effondrement final de l'Allemagne. Certains avions capturés ont certainement été détruits au sol lors des raids aériens alliés contre les aérodromes allemands qui se sont intensifiés de façon spectaculaire en 1945. D'autres peuvent avoir été délibérément détruits par les forces allemandes en retraite pour empêcher leur reprise par les armées alliées qui avançaient rapidement. Quelques-uns ont peut-être survécu jusqu'à la fin des guerres et ont ensuite été récupérés par les forces alliées avançant en Allemagne, bien que les archives détaillées de ces récupérations spécifiques restent limitées ou perdues. Les connaissances acquises grâce aux tests systématiques des Mustangs capturés ont fourni aux pilotes allemands des renseignements tactiques précieux sur les capacités des avions, paramètres d'engagement optimaux et faiblesses exploitables. Mais cette connaissance n'a finalement pas pu surmonter les désavantages fondamentaux et écrasants auxquels la Luftwaffe était confrontée en 1944. Comprendre intellectuellement que le Mustang pouvait distancer, dépasser et considérablement dépasser les chasseurs allemands, ce qui offrait un avantage pratique limité lorsque les pilotes allemands devaient encore engager ces avions supérieurs pour défendre le territoire allemand sous des ordres directs. Le programme d'essai et de démonstration
représentait une tentative sophistiquée et systématique de contrer les avantages alliés grâce à l'innovation tactique et à l'amélioration des connaissances des pilotes. Mais les tactiques et les connaissances ne pouvaient à elles seules compenser les performances inférieures de l'avion, le grave désavantage numérique, la formation inadéquate due au manque de carburant et le manque chronique de pièces de rechange et de personnel de maintenance expérimenté. Le lieutenant Thomas Frasers, P-51, B-15NA, numéro de série 4324825, a connu une vie après la mort extraordinaire suite à son atterrissage forcé le jour J. D'un chasseur écrasé posé dans un champ français, il est devenu un instrument de révélation pour les pilotes allemands, démontrant concrètement les capacités d'ingénierie américaines et forçant à reconnaître la supériorité aérienne alliée qu'aucune propagande ne pouvait vaincre. L'avion a joué ce rôle éducatif important jusqu'à sa perte en décembre 1944, après avoir beaucoup voyagé à travers l'Allemagne et fourni une expérience pratique et une évaluation réaliste qui donne à réfléchir à des centaines de membres du personnel de la Luftwaffe. L'histoire des Mustangs capturés au service de l'Allemagne illustre l'approche sophistiquée et professionnelle adoptée par la Luftwaffe pour comprendre les capacités de l'ennemi, malgré la détérioration de la position stratégique de l'Allemagne. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des rapports de combat fragmentaires et des évaluations de renseignements d'une fiabilité incertaine, les forces allemandes ont investi des ressources importantes et rares dans la récupération, la réparation et le pilotage systématique des avions alliés capturés dans des conditions contrôlées. Cette approche systématique de la collecte de renseignements tactiques représentait les meilleures prédicateurs pratiques pour les organisations militaires cherchant à comprendre avec précision les capacités de l'adversaire, et elle s'est poursuivie alors même que la situation stratégique de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée. Le programme Wunderskurus, Rosarius, a démontré que même une collecte de renseignements sophistiquée, une compétence professionnelle et une analyse systématique ne pouvaient pas surmonter les désavantages matériels et stratégiques fondamentaux de l'ampleur à laquelle l'Allemagne était confrontée. Les pilotes allemands, qui ont piloté des Mustangs capturés, ont acquis des connaissances précieuses sur les caractéristiques des avions et les tactiques optimales. Mais cette connaissance difficile a surtout confirmé ce que beaucoup soupçonnaient ou comprenaient déjà. Les avions alliés possédaient des avantages de performance significatifs et décisifs que l'industrie et l'ingénierie allemandes ne pouvaient égaler au cours des dernières années de la guerre, compte tenu des contraintes de ressources et des circonstances stratégiques. L'expérience des pilotes d'essai allemands, confrontés aux capacités du Mustang et aux réalisations techniques américaines, est parallèle à l'expérience militaire allemande plus large au cours des dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, sur tous les théâtres et dans tous les services. La confiance initiale dans la supériorité technologique et l'innovation tactique allemande a progressivement cédé la place à la reconnaissance que les forces alliées possédaient des avantages décisifs dans de nombreux domaines critiques. Une vaste capacité industrielle, un accès aux ressources stratégiques, d'énormes réserves de main-d'œuvre et des capacités technologiques de plus en plus sophistiquées qui égalaient ou dépassaient les réalisations allemandes. La Mustang représentait une manifestation particulièrement visible de ces avantages alliés. Les concepteurs américains avaient créé un avion qui excellait dans sa mission stratégique d'escorte de bombardiers à longue portée. L'industrie américaine l'a produit en très grande quantité avec une qualité constante, malgré la complexité de sa conception. Les programmes de formation américains préparaient minutieusement les pilotes à extraire les performances maximales de l'avion au combat. Les forces allemandes pourraient étudier, analyser et apprécier ces avantages grâce au programme Wunderskurus Rosarius, sans pouvoir les reproduire ou les contrer efficacement, compte tenu des contraintes stratégiques et matérielles auxquelles elles étaient confrontées. La sophistication technique du P-51 a remis en question et finalement démoli les hypothèses allemandes sur les capacités d'ingénierie américaines qui avaient été soigneusement cultivées par la propagande.
Les informations officielles présentaient les Américains comme capables de produire des équipements simples et robustes en grande quantité, mais fondamentalement incapables de concevoir des modèles sophistiqués exigeant l'excellence en ingénierie. Le Mustang a démontré de manière concluante que les ingénieurs américains pouvaient créer des conceptions hautement raffinées et efficaces qui égalaient ou dépassaient les capacités allemandes dans les domaines stratégiques. La conception de l'aile représentait une recherche aérodynamique avancée, mise en œuvre avec succès dans une production en grand volume. Le moteur Packard F-150-3. Merlin a démontré la capacité américaine à fabriquer des moteurs complexes haute performance en grande quantité avec une qualité constante. L'intégration des systèmes de l'avion reflète une ingénierie sophistiquée qui a réussi à équilibrer plusieurs exigences concurrentes pour créer un ensemble cohérent et efficace. Système pont optimisé pour sa mission prévue. Les pilotes allemands qui ont beaucoup piloté le Mustang ne pouvaient honnêtement rejeter l'ingénierie américaine comme étant rudimentaire ou peu sophistiquée sur la base de la propagande. Ils ont fait l'expérience directe d'un avion qui s'est parfaitement comporté dans son domaine de vol, s'est comporté superbement dans le profil de mission qui comptait stratégiquement et a fait preuve d'une conception réfléchie et compétente dans chaque système. Cette expérience directe a forcé à reconnaître que les capacités techniques américaines dépassaient considérablement les idées préconçues allemandes, avec des implications allant bien au-delà de la conception des avions et s'étendant à des questions plus larges sur les capacités nationales relatives en matière de production industrielle, d'enseignement technique et de sophistication de l'ingénierie. La campagne aérienne stratégique au-dessus de l'Allemagne a réussi en grande partie grâce à la combinaison unique de capacités du P-51 Mustang que d'autres avions ne pouvaient égaler. L'escorte de bombardiers à longue portée, en Allemagne, est restée opérationnellement irréalisable jusqu'à ce que le Mustang arrive en quantité substantielle au début de 1944 et commence à effectuer des missions opérationnelles. Les précédents chasseurs d'escorte alliés, le Republic P-47 Thunderbolt et le Lockheed P-38 Lightning, malgré leur capacité considérable dans d'autres domaines, possédaient une portée insuffisante pour accompagner les bombardiers lourds tout au long de missions complètes vers des cibles situées au plus profond de l'Allemagne et de retour vers les bases en Angleterre. Cette limitation critique permettait aux chasseurs allemands d'attendre simplement que les escortes atteignent leur limite de carburant et retournent vers leur base avant d'attaquer les formations de bombardiers pendant les parties les plus dangereuses de leur mission. Le résultat fut des pertes de bombardiers insoutenables qui obligèrent à suspendre les raids à pénétration profonde. Le Mustang a fondamentalement transformé les opérations d'escorte de bombardiers en fournissant une couverture efficace et continue des chasseurs tout au long des missions, quelle que soit la distance de la cible. Les chasseurs allemands ne pouvaient de plus trouver de périodes prolongées pendant lesquelles les bombardiers volaient sans escorte protectrice. Cette réalité opérationnelle a forcé les pilotes allemands à engager directement les chasseurs américains plutôt que de simplement attaquer les bombardiers, augmentant considérablement les risques auxquels les pilotes allemands étaient confrontés lors de chaque mission d'interception. Combiné à la supériorité numérique croissante des Alliés et au déclin de la qualité des pilotes allemands en raison de la réduction du temps de formation, les escortes Mustang ont rendu les opérations de bombardiers au-dessus de l'Allemagne opérationnellement durables pour les Alliés, tandis que les tentatives d'interception allemandes sont devenues de plus en plus coûteuses, inefficaces et finalement futiles. La Luftwaffe a mené une évaluation technique approfondie des P-51 capturés dans plusieurs installations, avec des tests de performance particulièrement détaillés à Göttingen, où des ingénieurs allemands ont créé des rapports techniques complets documentant les capacités du Mustang de manière systématique et détaillée. Ces évaluations ont mesuré la vitesse à différentes altitudes, le taux de montée sur toute la plage d'altitude, la portée absolue du plafond dans diverses configurations et les caractéristiques de maniabilité sur toute l'enveloppe de performance dans des conditions de test contrôlées. Les ingénieurs allemands ont créé des rapports techniques détaillés
documentant toutes les découvertes, comparant directement les performances du P-51 avec les types de chasseurs allemands dans des conditions équivalentes et analysant les caractéristiques de conception spécifiques qui ont contribué aux performances observées. Ces rapports techniques circulaient dans les cercles de l'aviation allemande, informant les concepteurs d'avions sur les approches techniques alliées, fournissant aux planificateurs tactiques des données de performance précises pour la planification opérationnelle et donnant aux commandants opérationnels des évaluations réalistes des capacités alliées à utiliser dans la prise de décision tactique. Les rapports confirmaient ce que les pilotes de combat avaient rapporté lors d'engagements réels. Le Mustang possédait des avantages de performance significatifs et décisifs dans les catégories les plus critiques pour la mission stratégique d'escorte de bombardiers. L'analyse systématique a mis en évidence le rayon d'action exceptionnel de l'avion qui a permis des missions d'escorte stratégique, ainsi que des performances supérieures à haute altitude, permises par le moteur suralimenté à 2 étages. Vitesse maximale élevée, offrant une flexibilité tactique et des caractéristiques de maniement harmonieuses qui réduisaient la charge de travail du pilote et permettaient des manœuvres de combat efficaces. Les ingénieurs allemands ont noté et documenté les caractéristiques de conception spécifiques qui ont contribué à ces capacités, notamment la conception aérodynamiquement efficace des ailes, l'installation d'un moteur suralimenté puissant et sophistiqué, la grande capacité de carburant interne complétée par des réservoirs externes et l'intégration réfléchie des systèmes dans tout l'avion. Les renseignements techniques recueillis ont corroboré les conclusions selon lesquelles les conceptions de chasseurs allemands existants nécessitèrent des améliorations substantielles pour rester compétitives avec les types alliés actuels et encore moins de développement futur qui intégrerait certainement les leçons tirées des opérations en cours. L'Allemagne a lancé plusieurs programmes ambitieux de développement de chasseurs en 1944, spécifiquement destinés à contrer la supériorité aérienne des Alliés grâce à l'ADV technologie avancée, y compris le Fowler-Wolf FW-190D, avec moteur en ligne pour des performances améliorées à haute altitude, le chasseur spécialisé Fowler-Tar 152 et divers modèles révolutionnaires propulsés par des avions à réaction et des fusées. Ces programmes reflétaient une claire reconnaissance parmi les concepteurs et les chefs militaires allemands du fait que les chasseurs allemands existants, le Bf-109G et le F-180A, ne pouvaient pas contrer efficacement les avions alliés avancés, le P-51 Mustang, étant donné les écarts de performance dans des domaines critiques. Cependant, de graves pénuries de matériaux, des retards de production causés par les bombardements alliés et les contraintes de ressources, ainsi que la détérioration rapide de la situation de guerre globale, ont empêché ces modèles avancés d'entrer en service opérationnel en nombre suffisant pour influencer les résultats stratégiques ou renverser la supériorité aérienne alliée. Le Messerschmitt M262, propulsé par GTP, représentait la tentative la plus réussie de l'Allemagne de dépasser les performances des chasseurs à moteur à piston, alliés grâce à une technologie révolutionnaire de turboréacteurs. Le Mi-262 possédait des avantages substantiels en termes de vitesse et de puissance de feu qui le rendaient extrêmement mortel contre les bombardiers alliés lorsqu'il était piloté par des pilotes expérimentés qui savaient comment exploiter ses capacités. Cependant, le type souffrait de problèmes chroniques de fiabilité des moteurs qui limitaient la disponibilité opérationnelle, nécessitaient de vastes pistes en béton vulnérables aux attaques alliées, consommaient de grandes quantités de carburant d'aviation de plus en plus rares et arrivaient trop tard, en trop petit nombre, pour modifier les résultats stratégiques ou menacer sérieusement la suprématie aérienne alliée. Même les avantages technologiques impressionnants du Mi-162 se sont révélés stratégiquement insuffisants pour surmonter l'écrasante supériorité numérique alliée et l'effondrement de l'infrastructure, des approvisionnements en carburant et des programmes de formation des pilotes de la Luftwaffe. La dernière année de la Seconde Guerre mondiale en Europe a vu la dissolution systématique de la Luftwaffe en tant que force de combat efficace, capable d'opposer une résistance significative.
les pertes catastrophiques de pilotes, les pénuries de carburant graves et croissantes, les difficultés de production causées par les bombardements alliés et l'écrasante supériorité numérique alliée se sont combinés pour rendre la défense aérienne allemande de plus en plus inefficace, quelles que soient les compétences ou le courage des pilotes. Le programme d'essai des avions capturés a continué à fonctionner aussi longtemps que possible, en essayant de fournir des renseignements tactiques susceptibles d'améliorer la capacité de survie des pilotes allemands, alors même que les résultats stratégiques devenaient inévitables et que la défaite finale approchait. Les pilotes allemands, qui avaient piloté de nombreux Mustangs, capturés et comprenaient les capacités des avions alliés, ont affronté la fin de la guerre avec des émotions complexes et mitigées. Les pilotes professionnels ont apprécié les réalisations techniques représentées par l'avion P-51. Même s'ils regrettaient d'avoir servi du côté des perdants dans la guerre la plus destructrice de l'histoire, nombreux étaient ceux qui ne se faisaient aucune illusion sur le fait que la défaite de l'Allemagne serait autre chose que totale et inconditionnelle. Après avoir été témoins des énormes avantages matériels que possédaient les forces alliées dans toutes les dimensions de la puissance militaire, le programme d'essai du Mustang capturé représente un chapitre fascinant et instructif de l'histoire de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, illustrant comment les organisations militaires professionnelles tentent de comprendre et de contrer les avantages de l'adversaire grâce à la collecte systématique de renseignements, même dans des circonstances désespérées. Le programme a fourni des connaissances tactiques précieuses aux pilotes allemands grâce à une expérience directe avec les avions capturés. Mais ces connaissances n'ont finalement pas pu surmonter les déséquilibres fondamentaux en matière de capacité industrielle, de disponibilité des ressources, de capacité technologique et de personnel qualifié qui ont caractérisé la guerre aérienne de 1944 et 1945. Les forces allemandes ont combattu avec un courage remarquable, des compétences tactiques et professionnelles impressionnantes, mais ont affronté des adversaires dotés de ressources supérieures, d'un meilleur équipement, d'un entraînement plus approfondi et d'une position stratégique avantageuse qui s'est avérée décisive. L'aveu des pilotes d'essai allemands, qu'ils n'avaient jamais rencontrés, les caractéristiques de maniabilité démontrées par le Mustang, représentaient une reconnaissance professionnelle des réalisations techniques américaines et une reconnaissance réaliste des écarts de performance importants auxquels les pilotes allemands étaient confrontés dans les opérations de combat. Cette reconnaissance forcée par l'expérience directe plutôt que par la propagande ou les rapports de renseignement de seconde main illustre combien la confrontation à des réalités inconfortables nécessite parfois une expérience personnelle directe qui ne peut être écartée ou expliquée par des vœux pieux ou des hypothèses idéologiques. L'héritage du Wanderzirkus, Rosarius et des programmes similaires s'étend au-delà de leur impact tactique immédiat pour démontrer la valeur de la collecte systématique de renseignements, de la compétence professionnelle en matière d'évaluation technique et d'une évaluation honnête des capacités ennemies, même dans les circonstances stratégiques les plus difficiles.